Ils lui ont dit qu'elle était juste une serveuse. Ils lui ont dit qu'elle n'était pas payée pour penser seulement pour servir. Mais quand la femme la plus riche à Tokyo est entrée dans le Sterling et a refusé de parler un mot d'anglais, l'équipe de direction entière a gelé de terreur. Le PDG transpirait. Le directeur général paniquait. Une fusion d'1 milliard de dollars était sur le point de s'effondrer à cause d'une simple barrière linguistique. Ils ont essayé Google Traduction. Ils ont essayé de crier. Ils ont échoué. C'est à ce moment-là que Victoria, la fille qu'ils avaient ridiculisée pour ses chaussures bon marché et son comportement calme, s'est avancée. Elle n'a pas seulement versé l'eau, elle a versé la vérité. Et ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement fait renvoyer quelqu'un, cela a changé toute la hiérarchie de la ville. Ceci est l'histoire de comment l'arrogance a perdu une fortune et de comment la serveuse invisible est devenue la personne la plus puissante dans la pièce. La pluie à Seattle a une façon de laver l'espoir, surtout quand vous êtes debout à l'entrée de service du restaurant le plus prétentieux de la ville trempée, parce que le gérant, Arthur Sterling, a refusé de réparer l'auvent au-dessus de la porte du personnel. Victoria Mitchell a secoué son parapluie, ses mains tremblant légèrement de froid ou peut-être de faim. Il était 16h30. Son service au Sterling était sur le point de commencer et elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner. Elle avait 24 ans, avec des yeux fatigués qui avaient vu trop de la cruauté du monde et un CV dont personne dans cette ville ne semblait se soucier. Pour le personnel du Sterling, elle était juste la coursière, même pas une serveuse à part entière. Elle était celle qui portait des plateaux lourds, polissait l'argenterie, jusqu'à ce que ses doigts saignent, et remplissait les verres d'eau pour des hommes qui portaient des montres qui coûtaient plus cher que la police d'assurance vie de son père. Elle a poussé la lourde porte en acier pour entrer dans la cuisine. Le bruit l'a frappé instantanément. Le cliquetis des casseroles, le sifflement des coquilles Saint-Jacques saisies et la voix tonitruante du chef Gordon donnant des ordres. « Vous êtes en retard, Mitchell. » Victoria a levé les yeux vers l'horloge numérique au mur. Il est 16h31. Monsieur Sterling, le bus était... Je me fiche du bus. Je me soucie de mon étage. Arthur Sterling claqua. C'était un homme qui portait des costumes trop serrés, essayant de projeter une image de sophistication européenne tout en possédant l'empathie d'un requin. Il ajusta sa cravate en soie, la regardant de haut en bas avec un dédain ouvert. « Regardez votre tablier, il est froissé. Si vous avez l'air d'une poubelle, les clients penseront que la nourriture est une poubelle. Repassez-le maintenant. »« Oui, monsieur, » murmura Victoria, gardant la tête baissée. C'était la routine. Humiliation, labeur, silence. Victoria avait besoin de ce travail. Les factures médicales de sa mère s'entassaient sur le comptoir de cuisine de leur minuscule appartement en banlieue, des enveloppes tamponnées d'encre rouge agressée. Dernier avis. En retard. Victoria avait vendu sa voiture, son ordinateur portable et même la bague de sa grand-mère. Le Sterling était l'un des rares endroits où les pourboires, si les serveurs étaient assez généreux pour les lui donner, pouvaient garder les lumières allumées. Elle se dépêcha vers l'arrière-salle, attrapant le fer lourd. Alors que la vapeur sifflait, elle ferma les yeux une seconde, laissant son esprit dériver vers un temps différent. Un temps avant la dette, un temps où elle marchait sous les cerisiers en fleurs à Kyoto, riant avec des amis, discutant d'art et d'histoire dans une langue qui ressemblait à de la musique. Mais cette vie était partie. Elle n'était plus que Victoria, la serveuse maintenant. Grande soirée ce soir, les gens. La voix d'Arthur résonna depuis la réunion d'avant-service dans le couloir. Victoria termina de repasser et se glissa discrètement à l'arrière du groupe. Arthur se tenait sur une caisse s'adressant au personnel de service comme un général avant la bataille. Écoutez bien, ce soir n'est pas juste un service de dîner, c'est un couronnement. Nous avons Charles Harrington qui arrive à... Un murmure parcourut le personnel. Charles Harrington était un magnat de l'immobilier, un homme qui possédait la moitié du Skyline.
Il était aussi connu pour être un client notoirement difficile à pourboire à moins d'être impressionné. Mais il n'est pas seul, continua Arthur, ses yeux brillants de cupidité. Il amène une invitée, Madame Ko Tanaka. Elle est la matriarche de l'Empire Tanaka Heavy Industries. Elle vient du Japon spécifiquement pour signer l'accord d'acquisition pour le projet du port de Seattle. Si ce dîner se passe bien, Harrington a promis de racheter le restaurant pour une fête privée le mois prochain. C'est une nuit à 50 000 $ tout le monde. Les pourboires seuls paieront votre loyer pour un an. Les serveurs, une équipe belle et élégante, principalement embauchés pour leur visage, hochèrent la tête avec enthousiasme. Cependant, Arthur leva un doigt. Madame Tanaka est traditionnelle, de vieille fortune, très particulière. Je veux tout parfait et Mitchell. La pièce devint silencieuse tandis qu'Arthur pointait d'un doigt manucuré vers Victoria. Oui, monsieur? Restez loin de la table 1. Je ne veux pas que vous encombrions l'espace. Vous remplissez l'eau seulement quand le verre est vide et vous le faites invisiblement. Ne parlez pas à Monsieur Harrington. Ne regardez pas Madame Tanaka. Vous êtes un fantôme, comprenez-vous? Si vous m'embarrassez devant ces gens, vous ne serez pas seulement viré. Je ferai en sorte que vous ne travailliez plus jamais dans ce code postal. Je comprends, dit Victoria, sa voix ferme, bien que son cœur batte fort contre ses côtes. La réunion se termina. Les serveurs se précipitèrent pour polir leurs verres à vin. Victoria se retira à la station d'eau, remplissant les lourdes pichettes de cristal. Elle les regarda se préparer. Elle vit le chef de rang, un homme grand et arrogant nommé Brad, pratiquer sa révérence dans le miroir. C'était maladroit, trop profond, théâtral. Victoria se mordit la lèvre. Elle voulait lui dire « Ne faites pas cette révérence comme ça. C'est moqueur. » Dans un contexte commercial, un angle de 30 degrés est respectueux. Ce que vous faites ressemble à une parodie. Mais elle resta silencieuse. Elle était un fantôme, et les fantômes ne donnent pas de conseils aux vivants. L'atmosphère dans le Sterling changea à 19 heures précises. L'éclairage ambiant s'estompa, la musique jazz se réduisit à un murmure, et les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Charles Harrington entra le premier. C'était un homme grand, vibrant d'une fausse confiance, portant un costume bleu marine qui criait l'autorité. Mais tous les yeux étaient sur la femme derrière lui. Madame Ko Tanaka était petite, peut-être dans la soixantaine, vêtue non pas d'un kimono, mais d'un tailleur Chanel gris anthracite d'une coupe impeccable. Elle marchait avec une canne mais ne s'appuyait pas dessus. Elle l'utilisait pour marquer son rythme. Ses cheveux étaient argentés, tirés en un chignon impeccable. Son visage était illisible, un masque de pierre. Derrière elle traînaient 2 assistants à l'air nerveux, portant tous 2 d'épaisses maillettes en cuir. « Madame Tanaka, bienvenue, bienvenue au Sterling. » Arthur Sterling courut pratiquement vers le podium, son sourire si large qu'il semblait douloureux. « Nous avons la table de l'empereur préparée pour vous. » Madame Tanaka s'arrêta. Elle regarda Arthur, puis elle regarda le restaurant. Elle ne sourit pas. Elle n'acquiesça pas. Elle tourna simplement légèrement la tête vers son assistant. L'assistant, un jeune homme transpirant abondamment, se pencha. Madame Tanaka murmura quelque chose. « S'il vous plaît, » dit l'assistant avec un anglais fortement accentué. « Table d'angle, tranquille. » « Bien sûr, l'angle. »« Tout de suite, » dit Arthur pivotant. Il claqua des doigts vers Victoria. « De l'eau maintenant. » Victoria attrapa le pichet et suivit la procession vers la petite alcôve privée à l'arrière. C'était la meilleure place de la maison, surplombant les lumières de la ville pluvieuse. Dès qu'ils s'assirent, l'attention fut immédiate. Charles Harrington était clairement désespéré. « Alors, Madame Tanaka, » fit-il résonner sa voix trop forte pour le cadre intime. « J'espère que votre vol était confortable, le jet privé. Était-ce à votre goût? » Madame Tanaka prit la serviette en lin. Elle la déplia lentement, inspectant le tissu. Elle ne dit rien. Elle regarda Harrington et prononça une seule phrase en japonais. Sa voix était baroque et incroyablement rapide. Harrington se figea.
Il regarda ses assistants. Les assistants se regardèrent, terrifiés. Traduction. Harrington aboya sur le jeune homme. Elle dit, l'assistant balbutia, elle dit que l'air est sec. Harrington laissa échapper un rire nerveux. Sec? Oui, eh bien prenons du vin. Le vin arrangera la sécheresse. Il fit un signe de main frénétique. Garin, Brad, venez ici. Brad, le chef de rang, s'approcha. Monsieur Harrington, un honneur pour la dame. Harrington regarda Tanaka. Qu'est-ce qu'elle aimerait? Madame Tanaka regarda la carte des vins reliés en cuir que Brad présenta. Elle ne l'ouvrit pas. Elle la poussa de côté avec un doigt. Elle parla à nouveau plus vite cette fois, son ton plus aiguisé. C'était une suite complexe de mots faisant référence à la région, à la texture et à l'histoire. Brad sourit bêtement. « Je crois qu'elle veut le pinot noir. » L'assistant secoua violemment la tête. « Non, non pinot. »« Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? » demanda Harrington, la sueur commençant à perler sur son front. Cet accord valait 400 millions de dollars. S'il ne pouvait même pas lui commander un verre, l'acquisition du port était un échec total. « Elle parle un très vieux dialecte, » murmura l'assistant, l'air honteux. « Elle est de l'aristocratie de Kyoto. Je suis de Tokyo. Parfois très difficile de connaître la nuance spécifique. Vous êtes son traducteur et vous ne la comprenez pas? » Harrington siffla. « C'est du japonais poétique, » plaida l'assistante, très formelle. Arthur Sterling, sentant le désastre, intervint. Il avait plané à proximité. « Y a-t-il un problème, Monsieur Harrington? »« Elle veut un verre, Arthur, et personne ne sait ce qu'elle raconte. » Arthur gonfla sa poitrine. « Laissez-moi faire. » Il sortit son smartphone et ouvrit une application de traduction. Il sourit d'un air condescendant à la matriarche milliardaire. « Madame, dit-il, tenant le téléphone près de son visage comme si elle était une enfant, parlez ici. » Victoria, debout dans l'ombre, à 1 mètre de distance avec son pichet d'eau, sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. « Oh non, ne faites pas ça. » Madame Tanaka regarda le téléphone près de son visage, ses yeux plissés. L'insulte était palpable. Dans son monde, on ne fourrait pas d'appareils électroniques au visage d'une personne âgée. C'était une rupture stupéfiante d'étiquette. Elle fit tomber le téléphone de la main d'Arthur. Il s'écrasa sur le carrelage coûteux. Le son résonna dans tout le restaurant. Le silence tomba sur la salle à manger. Chaque fourchette cessa de bouger. Arthur resta là, la bouche ouverte, son visage devenant d'un rouge profond. Madame Tanaka se leva. Elle parla à nouveau, sa voix montant en volume. Ce n'était plus une demande de boisson, c'était une condamnation. Elle désigna la porte. « Elle part? » L'assistant couina. Elle est très offensée. Elle dit que cet endroit n'a pas d'âme, pas d'omotenashi, pas de respect. Non, non, non. Harrington se leva d'un bond, bloquant son chemin. « Madame, s'il vous plaît, c'est un malentendu. Arthur est un idiot. Pardonnez-lui. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous trouverons ce que vous voulez, n'importe quoi. » Madame Tanaka le fusilla du regard. Elle croisa les bras. Elle dit un mot. « Saké. »« Saké » cria Harrington. « Elle veut du saké. »« Arthur, apportez le saké. »« Nous ne servons pas de saké, Monsieur Harrington, » balbutia Arthur terrifié. « C'est un steakhouse fusion française. Nous avons du merlot. Nous avons du cabernet. »« Alors courez dans la rue et achetez-en, » hurla Harrington. « Ce n'est pas juste du saké, » interrompit l'assistant, l'air prêt à s'évanouir. « Elle demande un Junmei Daiginjo très spécifique d'une préfecture spécifique. Si vous apportez le mauvais, elle sera plus insultée. »« Lequel? Écrivez-le. »« Je n'ai pas retenu le nom du village, » admet l'assistant, baissant la tête de honte. Elle a parlé trop vite. C'était une impasse totale. Un milliardaire était prêt à partir. Un accord de plusieurs millions de dollars brûlait à cause d'une bouteille de vin de riz.
Arthur semblait sur le point de faire une crise cardiaque. Victoria serra la poignée de son pichet d'eau. Ses jointures étaient blanches. Elle savait ce que Madame Tanaka avait dit. Elle n'avait pas seulement demandé du saké. Elle avait cité un vers d'un vieux poème sur la lune d'hiver sur la rivière Carmo, faisant référence à un saké trouble très spécifique qui était brassé seulement pendant les mois d'hiver à Kyoto. C'était un test. Elle testait leur culture, leur attention aux détails. « Tu es un fantôme », avait dit Arthur. « Ne parle pas. » Si Victoria parlait, elle serait virée. Elle perdrait les pourboires dont elle avait besoin pour le médicament de sa mère. Elle serait mise sur liste noire. Mais si elle ne parlait pas, cette femme qui rappelait tant à Victoria sa propre grand-mère d'accueil au Japon partirait en colère et manquait de respect. Victoria regarda la porte. Elle regarda le visage cruel d'Arthur, puis elle regarda les yeux de Madame Tanaka. Derrière la colère, Victoria vit de la déception. La femme était seule. Elle voulait juste être comprise. Victoria s'avança. Le bruit de ses semelles en caoutchouc bon marché sur le sol lui sembla assourdissant. « Qu'est-ce que vous faites ?» Arthur lui siffla sous le souffle. « Retournez à votre poste. » Victoria l'ignora. Elle passa devant le gérant, devant le milliardaire, et s'arrêta à 1 mètre de Madame Tanaka. Elle ne s'inclina pas comme le serveur Brad. Elle ne mit pas ses mains dans ses poches. Elle joignit ses mains, les doigts parfaitement droits, créant un triangle doux, et s'inclina à exactement 30 degrés, le maintenant pendant 2 secondes, une marque de profond respect humble. Quand elle se redressa, elle regarda Madame Tanaka dans les yeux, puis Victoria parla. « Mushiwake gozaimasu, Tanaka-sama. Je suis terriblement désolé, Lady Tanaka. » Son japonais était impeccable. Pas le japonais robotique d'un manuel scolaire, mais l'intonation douce et chantante du dialecte de Kyoto. La mâchoire d'Arthur tomba. Harrington regarda fixement. Victoria continua, sa voix gagnant en force. La lune d'hiver est belle ce soir, n'est-ce pas? Mais il fait froid sans la chaleur du héron des neiges pour réconforter l'esprit. Elle ne traduisait pas seulement. Elle répondait à l'énigme. Les hérons des neiges, Shirayuki, était le surnom du saké spécifique auquel la femme avait fait allusion. Le visage de pierre de Madame Tanaka se fendit. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle se pencha en avant, regardant la fille au tablier froissé. « Vous connaissez le héron ?» demanda Tanaka en japonais, sa voix tremblant légèrement. « Mon père d'accueil le brassait à Fushimi », répondit Victoria en japonais. « Nous n'avons pas de bouteille ici, Tanaka-sama. Cependant, j'ai une théière à l'arrière. Ce n'est pas au menu. C'est du gyokuro, ombragé pendant 3 semaines. Je l'ai apporté de chez moi pour ma propre pause. Ce n'est pas du saké, mais il réchauffera vos mains jusqu'à ce que nous puissions trouver ce que vous cherchez. » Le silence dans la pièce était lourd, mais il n'était plus gênant. Il était stupéfait. Madame Tanaka regarda Victoria pendant un long et douloureux moment, puis lentement les coins de sa bouche se relevèrent. « Gyokuro », dit Tanaka doucement en anglais, le premier mot d'anglais qu'elle avait prononcé de la nuit. « J'accepte. » Elle se rassit. Harrington laissa échapper un souffle qui ressemblait à un pneu qui se dégonfle. Il regarda Victoria comme si elle était une extraterrestre qui venait d'atterrir. Arthur Sterling, cependant, ne semblait pas soulagé. Il semblait furieux. Son visage était violet. Il attrapa Victoria par le bras et la tira violemment de la table, la traînant vers les portes battantes de la cuisine. « Qu'est-ce que vous croyez que vous faites ?» Il lui grogna à l'oreille en la poussant dans le couloir hors de vue des convives. « Je vous ai dit d'être invisible. Vous pensez que parce que vous avez regardé un animé, vous pouvez interrompre le dîner d'un milliardaire avec votre charabia? »« J'ai sauvé la table, » dit Victoria, retirant son bras. Elle partait, Arthur. « Vous m'avez humilié. » Arthur cracha, son ego meurtri au-delà de toute réparation. « Vous nous avez fait paraître incompétents. Vous avez fini, Mitchell. Prenez vos affaires. Vous êtes viré.
Sortez de mon restaurant tout de suite. Victoria se figea. Vous me virez après que je l'ai juste empêché de partir? Je n'ai pas besoin d'une serveuse qui se prend pour une diplomate. J'ai besoin d'obéissance. Allez. Arthur désigna la sortie arrière. Victoria sentit des larmes lui piquer les yeux. L'injustice lui brûlait la gorge. Elle avait sauvé la soirée, et ce petit homme mesquin la virait pour cela. Bien, murmura Victoria. Elle détacha son tablier et le jeta dans le panier à linge. Bonne chance pour expliquer à Harrington pourquoi son invité est parti. Elle ouvrit la porte arrière, sortant sous la pluie battante. Elle n'avait pas son parapluie cette fois. Elle marcha simplement dans l'allée, l'eau trempant son uniforme, l'obscurité l'engloutissant. À l'intérieur, Arthur réajusta sa cravate, afficha un faux sourire et retourna à la table 1, prêt à s'attribuer le mérite du calme que Victoria avait créé. Mais il avait fait une erreur de calcul fatale. Il n'avait pas réalisé que Mme Tanaka avait surveillé la porte de la cuisine et elle avait tout vu. Arthur Sterling lissa sa veste, vérifia son reflet dans la vitre d'une armoire à vin et composa son visage en un masque de servitude professionnelle. Il avait déjà géré des problèmes comme Victoria. Le personnel était jetable. Les invités fortunés ne l'étaient pas. Dans son esprit, il avait fait ce qu'il fallait. Il avait supprimé une variable. Victoria était une anomalie, une perturbatrice, une fille qui ne connaissait pas sa place. Il attrapa une bouteille du cabernet le plus cher du restaurant, un millésime qui coûtait plus cher qu'une voiture d'occasion, et marcha vers la table de l'empereur. Mes plus sincères excuses pour le dérangement, dit Arthur, sa voix mielleuse. Il fit signe au sommelier de servir. Monsieur Harrington, Madame Tanaka, cette employée était souffrante. Elle a été renvoyée chez elle pour se reposer. En attendant, permettez-moi de vous présenter cette bouteille gratuite de Cabernet 96 en signe de notre estime. Charles Harrington parut soulagé. Souffrante, notre honte. Mais bien, Arthur, remettons ce dîner sur les rails. Versez le vin. Le liquide rubis tourbillonna dans les verres en cristal. Harrington leva son verre pour un toast. Au partenariat, rayonna-t-il. Mais Madame Tanaka ne leva pas son verre. Elle resta parfaitement immobile, ses mains croisées sur ses genoux, ses yeux fixés sur l'espace vide où une tasse de thé aurait dû être. Le silence s'étira pendant 10 secondes. 21, il devint suffocant. M. Harrington baissa son verre, son sourire vacillant. Madame Tanaka tourna lentement la tête vers Arthur. Elle ne regarda pas son visage. Elle regarda ses mains, puis la table, puis de nouveau la porte de la cuisine. Elle prononça une seule phrase tranchante en japonais. Harrington tourna brusquement la tête vers le traducteur. « Quoi? Quoi maintenant? » L'assistant dont le visage était redevenu pâle s'éclaircit la gorge. Madame demande, « Où est le thé? » Arthur gloussa nerveusement. « Ah, le thé? Eh bien, comme je l'ai dit, la serveuse qui a mentionné le thé. Elle a dû partir, mais nous avons une merveilleuse sélection de mélanges de tisanes. Menthe poivrée, camomille ou peut-être un bon Earl Grey. » Le traducteur transmit cela à Madame Tanaka. La réaction fut immédiate. Madame Tanaka ne cria pas. Elle ne jeta pas d'assiette. Elle ferma simplement les yeux et laissa échapper un long soupir déçu. C'était le bruit d'un parent réalisant que son enfant lui a menti. Elle ouvrit les yeux et parla à son assistant, sa voix basse et glaciale. « Monsieur Sterling, dit l'assistant, sa voix tremblante, vous ne comprenez pas. Au Japon, l'omotenashi, l'hospitalité, est une confiance sacrée. La jeune femme a offert du gyokuro. Ce n'est pas juste une boisson, c'est un thé de haute qualité cultivé à l'ombre. L'offrir est un gage d'honneur, le promettre et ensuite disparaître sans le livrer. » L'assistant s'arrêta en regardant Harrington. « C'est un mensonge. C'est un signe de profond irrespect. » Madame Tanaka dit, « Si vous ne pouvez pas livrer une simple tasse de thé que vous avez promise, comment M. Harrington peut-il vous faire confiance pour livrer un port maritime? » Le visage de Harrington devint blanc. Le sang se vida de ses joues. Il laissa tomber sa fourchette.
Elle claqua bruyamment contre la porcelaine. « Arthur, dit Harrington, sa voix dangereusement calme, où est la fille? » Elle est rentrée chez elle, monsieur, balbutia Arthur, la sueur perlait sur sa lèvre supérieure. Elle était insubordonnée. Elle a interrompu votre dîner. J'ai dû la laisser partir. Vous quoi? Harrington se leva lentement. C'était un grand homme d'1,93 m, et quand il se leva, il bloqua la lumière. Vous l'avez virée. Elle était une distraction. Arthur couina, reculant. C'était la seule personne dans ce bâtiment qui pouvait parler à mon invité, rugit Harrington. Le son résonna dans le restaurant, faisant taire la pièce pour la deuxième fois cette nuit. Elle réparait votre désordre, imbécile, et vous l'avez virée. Madame Tanaka se leva. Elle fit signe à ses assistants. Ils commencèrent immédiatement à ranger les mallettes. Non, Madame Tanaka, s'il vous plaît. Harrington se plia, se tournant vers elle. Donnez-moi un instant. Madame Tanaka regarda Harrington. Elle parla en anglais à nouveau, sa deuxième phrase de la nuit. Son accent était épais, mais les mots étaient clairs comme du cristal. Pas de thé, pas de confiance, pas d'accord. Elle commença à marcher vers la sortie. « Attendez !» cria Harrington. Il se retourna et attrapa Arthur par les revers de son coûteux costume italien, soulevant le plus petit homme sur la pointe des pieds. « Ramenez-la. »« Monsieur Harrington, elle est partie. Elle est partie il y a 10 minutes. » « Alors courez !» Harrington repoussa Arthur en arrière, le faisant trébucher sur un serveur portant un plateau d'huîtres. Le plateau s'écrasa au sol, glace et coquilles se répandant partout. Je me fiche si vous devez sprinter jusqu'aux limites de la ville. Si vous ne ramenez pas cette fille dans 10 minutes, j'achèterai ce bâtiment juste pour vous virer moi-même. Et ensuite, je vous poursuivrai en justice pour chaque sou de revenu perdu. Allez! Mais il pleut, gémit Arthur. Allez! Hurla Harrington. Arthur Sterling, l'homme qui se targuait de sa dignité, l'homme qui ne touchait jamais une assiette sale, se retourna et courut. Il sprinta devant les convives choqués, glissa sur une huître égarée, se remit sur pied et fonça hors de la porte d'entrée dans la tempête. La pluie à ciel était implacable. Ce n'était pas une bruine. C'était un rideau d'eau glacée qui trempait le tissu en quelques secondes. Victoria marchait à 3 pâtés de maison du restaurant, recroquevillée sous l'auvent d'une boulangerie fermée. Elle tremblait violemment. Elle n'avait pas de parapluie, pas de manteau, juste son mince uniforme de serveuse et un gilet qu'elle avait attrapé dans son casier. Elle tenait son téléphone dans ses doigts engourdis, fixant l'écran. Elle avait ouvert son application bancaire. Solde, 42,50 $. Son loyer était de 200 $. Il était dû dans 3 jours. L'ordonnance de sa mère était de 4 $. C'était dû demain. Stupide, murmura-t-elle, essuyant la pluie et les larmes de son visage. Pourquoi ai-je parlé? Pourquoi n'ai-je pas simplement gardé la bouche fermée? Elle avait laissé son orgueil prendre le dessus. Elle avait vu une vieille femme solitaire et avait pensé qu'elle pouvait aider. Et qu'est-ce que cela lui avait valu? Le chômage. Maintenant, elle devrait rentrer chez elle et dire à sa mère qu'elle avait encore échoué. Elle regardait les voitures rouler en éclaboussant, se demandant si elle devait simplement marcher les 8 kilomètres jusqu'à chez elle pour économiser le prix du bus. Soudain, elle entendit un son au-dessus du tambourinement de la pluie. Quelqu'un criait « Mitchell! Hey, Mitchell! » Elle se retourna. À travers le rideau de pluie, elle vit une silhouette courir vers elle. C'était pathétique, vraiment. Un homme en costume trempé, ses chaussures en cuir coûteuses éclaboussant dans les flaques, ses cheveux parfaitement gominés, plaqués sur son crâne. C'était Arthur. Victoria se raidit. Elle se détourna et commença à marcher plus vite. Elle ne voulait pas entendre ses insultes. Elle ne voulait pas qu'il la voie pleurer. « Attendez, Victoria, arrêtez! »
Arthur siffla, la rattrapant. Il lui attrapa l'épaule. Victoria se retourna, repoussant sa main. « Ne me touchez pas. Vous m'avez viré, Arthur. Laissez-moi tranquille. » Arthur haletait, sa poitrine se soulevant. Il ressemblait à un rat noyé. Du mascara, du maquillage de quelqu'un d'autre, peut-être un câlin d'un autre, coulait sur sa joue. Il avait l'air fou. « Vous devez revenir, » haleta Arthur se penchant, les mains sur les genoux. Victoria le fixa. « Vous êtes fou? Vous m'avez jeté dehors. »« Elle part! » Arthur s'étouffa. « La femme japonaise, elle s'en va. Harrington va me tuer. Il va me ruiner. »« Ça ressemble à votre problème, » dit Victoria, se retournant vers la rue. « Je dois aller trouver un nouveau travail. »« Le double, » hurla Arthur. Victoria s'arrêta. « Je vous paierai le double, » plaida Arthur, se plaçant devant elle pour lui bloquer le chemin. « Le double de votre taux horaire pour ce soir. Revenez, versez ce maudit thé et dites tous les mots magiques que vous avez dit pour la faire rester. » Victoria le regarda. Cet homme avait passé 6 mois à lui rendre la vie misérable. Il s'était moqué de ses chaussures. Il lui avait volé ses pourboires pour payer des verres escoceses qu'elle n'avait pas cassés. Il l'avait traité de poubelle moins de 20 minutes auparavant. « Non, » dit Victoria calmement. Arthur eut l'air frappé. « Le triple du taux. Et vous pouvez avoir le week-end de congé. » « Je ne veux pas le week-end de congé, Arthur. J'ai besoin d'argent. J'ai des factures. » Victoria le regarda dans les yeux. « Et je ne veux pas travailler pour un homme qui traite les gens comme des ordures. » Arthur était désespéré. Il regarda en arrière vers le restaurant. Il pouvait imaginer Harrington démanteler sa vie pièce par pièce. « D'accord, écoutez, je suis désolé, » hurla Arthur par-dessus un coup de tonnerre. « Je suis désolé de vous avoir viré. C'est ce que vous voulez? » « Des excuses? Je veux du respect, » dit Victoria. « Mais vous n'en avez pas à donner. » Elle commença à marcher de nouveau. « 5 000 $. » Victoria se figea. Son pied planait au-dessus d'une flaque. Arthur fouilla dans son portefeuille. Ses doigts mouillés tâtonnaient de cuir. « Je vais vous donner 5 000 $ en espèces. Tout de suite, j'ai la clé du coffre. C'est de la petite caisse pour les paiements aux fournisseurs. Je vais tout vous donner. S'il vous plaît, sauvez ma vie. » Victoria se retourna lentement. 5 000 $. Cela paierait le loyer. Cela paierait les frais médicaux. Cela leur donnerait un répit de 3 mois. Elle regarda Arthur, frissonnant dans le froid, dépouillé de toute son arrogance. Il n'était plus le patron effrayant. Il était juste un petit homme pathétique et avide. 5 000, répéta Victoria. Et mon travail de retour avec un horaire de travail garanti écrit. Oui, n'importe quoi, venez juste. Arthur agita frénétiquement son bras vers le restaurant. Victoria prit une profonde inspiration. Elle ne faisait pas éclat pour Arthur. Elle le faisait pour sa mère. Et une petite partie d'elle admettait qu'elle le faisait pour Madame Tanaka. Elle se souvint du regard dans les yeux de la vieille femme, la solitude. « Bien, » dit Victoria, « mais je ne marche pas. Mes pieds me font mal. » Arthur la fixa. « Quoi? Vous voulez que je revienne en hâte? » Victoria désigna la berline de luxe qui tournait au ralenti au feu rouge, un service de taxi que le Sterling utilisait pour les VIP. « Elle est, cette voiture. Mettez-le sur le compte du restaurant. » Arthur laissa échapper un grognement de frustration, mais il courut dans la rue, agitant ses bras comme un fou jusqu'à ce que la Lincoln Town Car s'arrête. Il lui ouvrit la porte arrière. Victoria Mitchell, la serveuse qui raclait des centimes pour le bus, se glissa sur la banquette arrière en cuir. Arthur se précipita de l'autre côté, laissant couler de l'eau partout sur la tapisserie. « Allez !» cria Arthur au chauffeur. « Retour au Sterling! Conduisez comme si la police vous poursuivait. » À l'intérieur du restaurant, l'atmosphère était frénétique. Madame Tanaka se tenait près de la porte. Ses assistants tenaient des parapluies, prêts à les ouvrir. Harrington bloquait la sortie, pratiquement à genoux, balbutiant de manière incohérente sur les ports de marché et les synergies. « Madame, s'il vous plaît,
Juste 5 minutes de plus, supplia Harrington. Madame Tanaka regarda sa montre. Elle secoua la tête. Elle fit signe à l'assistant d'ouvrir la porte. Juste au moment où l'assistant tendait la main vers la poignée, la porte s'ouvrit brusquement de l'extérieur. Arthur Sterling tomba dans la pièce, haletant, l'air d'avoir traversé le Puget Sound à la nage. « Je l'ai eu, siffla-t-il. Je l'ai trouvé. » Derrière lui, Victoria entra. Elle était mouillée, ses cheveux étaient en désordre, et son uniforme était trempé, mais elle tenait la tête haute. Elle passa devant le gérant haletant. Elle passa devant le milliardaire désespéré. Elle alla droit aux portes de la cuisine, et poussa et disparut. « Où va-t-elle? » demanda Harrington paniqué. « Elle part encore? » « Le thé, » dit Madame Tanaka doucement. Elle n'avait pas bougé. Elle regardait la porte de la cuisine avec une étrange intensité. Elle va chercher le thé. 5 minutes se hasardèrent. Le restaurant était silencieux. Personne ne commanda de nourriture. Les cuisinières à l'arrière avaient arrêté de travailler pour regarder le drame se dérouler. Puis les portes de la cuisine s'ouvrirent. Victoria émergea. Elle avait séché son visage et tiré ses cheveux humides en une queue de cheval serrée et respectueuse. Dans ses mains, elle portait un simple plateau en laque. Dessus se trouvait une théière en céramique unie, la sienne personnelle de son casier, et 2 petites tasses sans anse. Elle marcha vers la table. Elle ne se pressa pas. Ses mouvements étaient fluides, précis, délibérés. Elle posa le plateau sur la nappe blanche, juste à l'endroit où le vin coûteux avait été. « Tanaka-sama » dit Victoria en japonais, sa voix calme et chaleureuse. « Je m'excuse pour l'attente. L'eau avait besoin de refroidir à 60 degrés. Si elle est trop chaude, le gyokuro devient amer. Nous devons le traiter avec patience. » Elle versa le liquide vert pâle. Ce n'était pas la couleur foncée du thé normal. C'était un jade nuageux vibrant. L'arôme doux, herbacé, comme l'air marin s'éleva. Madame Tanaka s'assit. Elle prit la tasse à 2 mains. Elle ferma les yeux et inhala. Une seule larme coula du coin de l'œil de la vieille femme. « Fushimi » murmura Madame Tanaka. « Ça sent Fushimi au printemps. » Elle prit une gorgée. Victoria se tint les mains jointes, attendant. Madame Tanaka baissa la tasse. Elle regarda Victoria et pour la première fois le masque se dissout complètement. Elle sourit, un sourire de grand-mère authentique qui illumina son visage. « Merci, enfant, » dit-elle en japonais. Puis elle regarda la chaise vide en face d'elle. Elle regarda Harrington, qui transpirait à travers sa chemise. Elle désigna la chaise de moi-même. « Monsieur Harrington, asseyez-vous, buvez du thé. Ensuite, nous parlerons affaires. » Harrington eut l'air d'avoir été gracié d'une exécution. Il s'effondra sur la chaise. « Merci. Merci, madame. » Arthur Sterling, debout près de la porte, s'appuya contre le mur, soulagé. Il avait survécu. Il avait payé 5 000 $, mais il avait gardé son travail. Il pensait que le cauchemar était terminé. Il se trompait. Madame Tanaka prit une autre gorgée de thé, puis reposa la tasse avec un claquement sec. Elle ne regarda pas Harrington. Elle le regarda au-delà, croisant le regard d'Arthur de l'autre côté de la pièce. « Mais d'abord, » dit Madame Tanaka en anglais, sa voix dure comme l'acier, « nous discutons de la direction. » Le silence qui suivit la déclaration de Madame Tanaka était plus lourd que les lourdes tables en chêne de la salle à manger. Direction. Arthur Sterling rit nerveusement, un son qui craqua comme du bois sec. Il fit un pas en avant, essuyant la pluie de son front, essayant de retrouver son calme. « Madame Tanaka, je vous assure, la direction du Sterling est de classe mondiale. Nous avons eu un léger incident de personnel ce soir, un malentendu avec une employée junior, mais comme vous pouvez le voir, je l'ai rectifié immédiatement. » Il fit un grand geste vers Victoria, comme s'il l'avait fait apparaître de nulle part plutôt que de la supplier sous une tempête de pluie. Madame Tanaka tourna lentement la tête. Elle regarda Arthur avec des yeux qui n'étaient plus vagues ou distants. Ils étaient perçants, intelligents et d'une clarté terrifiante. « Rectifier » répéta-t-elle, et puis elle fit quelque chose qui fit que la mâchoire de Charles Harrington frappa sa poitrine.
Vous parlez de rectification, dit Madame Tanaka, son anglais soudainement net, accentué mais grammaticalement parfait. Mais vous ne parlez pas de respect. Arthur se figea. Vous parlez anglais? J'ai étudié à l'université d'Oxford en 1974, dit Madame Tanaka calmement, prenant une autre gorgée du thé que Victoria avait versé. J'ai négocié des contrats d'acier à Londres, New York et Berlin. Avez-vous vraiment cru que j'avais bâti un empire sans comprendre la langue de mes partenaires? Harrington eut l'air de vouloir vomir. Madame, vous avez tout compris? Tout, elle acquiesça, elle reposa la tasse. J'ai compris quand vous avez traité votre serveur de paysan parce qu'il versait le vin trop lentement. J'ai compris quand vous... Elle pointa un doigt gridé vers Arthur. Avez traité cette jeune femme de poubelle parce que son tablier était froissé. Et j'ai compris quand vous l'avez traînée dans le couloir et lui avez dit qu'elle était virée pour avoir essayé d'aider un client. Le visage d'Arthur devint d'un gris pâle. Madame, j'étais sous stress. C'était une nuit sous haute pression. J'essayais de protéger l'intégrité du service. L'intégrité. Madame Tanaka ricana. C'était un son dur. Il n'y a pas d'intégrité ici. Je n'ai pas refusé de parler anglais parce que je ne le pouvais pas. J'ai refusé parce que je voulais écouter. Quand les gens pensent que vous ne pouvez pas les comprendre, ils vous montrent leur vrai visage. Elle regarda autour du restaurant. Les autres convives regardaient ouvertement maintenant. Les cuisiniers jetaient un œil à travers la fenêtre. J'ai vu un gérant qui règne par la peur, continua Tanaka, sa voix s'élevant pour que toute la pièce puisse entendre. J'ai vu un milliardaire. Elle jeta un coup d'œil à Harrington, qui se soucie plus de sa marge de profit que des gens qui servent sa nourriture. Et j'ai vu une fille. Elle fit un geste vers Victoria, qui se tenait tranquillement près de la table, les mains jointes. Qui a traité une étrangère avec dignité même quand son patron lui a dit d'être invisible? C'est l'omotenashi, c'est l'esprit du service. Vous, Monsieur Sterling, n'êtes qu'un costume rempli d'air chaud. Harrington vit l'écriture sur le mur. Il vit la fusion lui échapper à moins qu'il ne fasse un sacrifice. Et Charles Harrington était très doué pour faire des sacrifices. Il se leva. Son visage était rouge de fureur dirigé entièrement vers Arthur. « Vous l'avez viré. » Harrington rugit, s'emparant du récit. « Vous avez viré cette fille pour avoir parlé japonais à mon invité. »« Monsieur Harrington, s'il vous plaît, » balbutia Arthur, reculant. « Imbécile incompétent !» Harrington claqua sa main sur la table. « Vous m'avez presque coûté 400 millions de dollars. Vous avez insulté Madame Tanaka. Vous avez traité votre personnel comme des animaux. »« Je l'ai fait pour vous, » cria Arthur, perdant son sang-froid. « Je voulais que ce soit parfait pour vous. »« Vous êtes viré, » cria Harrington, pointant de la porte. « Faites vos valises. Sortez. Si je vous revois dans cette ville, je ferai en sorte que vous ne travailliez plus jamais dans l'hôtellerie. » Arthur regarda autour de la pièce. Il regarda son personnel, les serveurs, les commises de salle, les barmen. Il s'attendait à de la sympathie. Au lieu de cela, il vit des sourires. Brad, le serveur arrogant, affichait un petit sourire narquois. Le chef à l'arrière fit un pouce levé. Arthur Sterling, le tyran du Sterling, avait été renversé. Il redressa sa veste mouillée, essayant de sauver un lambeau de dignité. « Bien, je n'ai pas besoin de cet endroit. J'ai des offres, plein d'offres. » Il se tourna pour partir. « Attendez !» La voix de Victoria coupa l'air. Arthur s'arrêta. Il se retourna lentement. « Quoi maintenant? Vous avez mon travail? Vous êtes heureuse, Mitchell? » Victoria s'avança. Elle n'était pas en colère. Elle ne se vantait pas. Elle fouilla dans sa poche et en sortit l'épaisse liasse de billets qu'Arthur lui avait donné dans le taxi, les 5 000 $. « Je ne veux pas de votre argent de silence, Arthur, » dit Victoria. Elle s'approcha de lui et lui pressa l'argent dans la main. « Et je ne veux pas de votre travail, » ajouta-t-elle.
Parce qu'un gérant qui doit acheter la loyauté n'est pas un leader, il n'est qu'un client. Elle lui tourna le dos et retourna à la table. Arthur resta là, tenant l'argent humide, complètement vaincu. Il regarda l'argent, puis le dos des personnes qui l'ignoraient maintenant. Il se retourna et sortit sous la pluie. Cette fois pour de bon. Pas de parapluie, pas de travail, pas de dignité. À l'intérieur, le restaurant sembla expirer. La tension se relâcha. Harrington s'assit, essuyant son front avec une serviette. « Madame Tanaka, je m'excuse profondément. Il est parti. Nous trouverons une nouvelle direction immédiatement. Quelqu'un qui répond à vos normes. » Madame Tanaka ne regarda pas Harrington. Elle regardait Victoria. Elle regardait la théière que Victoria avait apportée de l'arrière. « Asseyez-vous, enfant, » dit Tanaka à Victoria. « Je ne devrais pas, madame. Je suis au travail, » murmura Victoria. « Vous n'êtes pas au travail, » interjeta Harrington rapidement, désireux de plaire. « Vous êtes une invitée. S'il vous plaît, asseyez-vous, tout ce que madame veut. » Victoria tira une chaise et s'assit. Elle se sentit étrange assise à la table qu'elle y avait polie 1000 fois. Madame Tanaka tendit la main et toucha la théière. C'était une vieille poterie en céramique ébréchée au bec avec une peinture de saule sur le côté. « Où avez-vous eu ceci? » demanda Tanaka doucement. « C'était un cadeau, » dit Victoria. « De mon professeur. »« Votre professeur à Kyoto? »« Oui. » La main de Madame Tanaka trembla légèrement alors qu'elle traçait le sol. « Et qui était votre professeur? » Victoria hésita. Elle parlait rarement de son séjour au Japon. C'était un souvenir douloureux rempli de pertes. Son nom était Yuriko. Elle tenait une petite maison de thé à Arashiyama, près de la forêt de bambous. Elle est décédée il y a 2 ans. Le bruit de la porcelaine brisée fit sursauter tout le monde. Madame Tanaka avait laissé tomber sa tasse de thé. Elle s'écrasa sur la soucoupe, renversant le thé vert sur la nappe blanche. La dame de fer de l'industrie, la femme qui faisait trembler les milliardaires, porta ses mains à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. « Yuriko » murmura-t-elle. Le nom sortit comme une prière. Harrington eut l'air confus. « Madame, connaissez-vous cette professeure? » Madame Tanaka regarda Victoria, son expression d'un choc et d'une vulnérabilité totale. « Yuriko » dit Tanaka, sa voix tremblante, « était ma jeune sœur. » La révélation resta suspendue dans l'air, suspendant le temps. « Votre sœur » respira Victoria, mais Yuriko Sensei n'a jamais mentionné une sœur. Elle a dit qu'elle était seule. Elle a dit que sa famille avait abandonné la voie du thé pour la voie de l'or. Madame Tanaka laissa échapper un rire qui ressemblait à un sanglot. « Oui, ça lui ressemble. Obstinée, fière, belle Yuriko. » Madame Tanaka fit signe à son assistant, qui accourut avec un mouchoir. Elle s'essuya les yeux et se ressaisit, mais son regard ne quitta jamais Victoria. « Il y a 40 ans, » commença Tanaka, sa voix gagnant en force, racontant l'histoire à toute la table. « Mon père est mort, il nous a laissé un choix. Nous pouvions garder l'entreprise familiale de thé, qui était prestigieuse mais pauvre, ou nous pouvions vendre le terrain à des promoteurs et investir dans l'industrie lourde. J'ai choisi l'industrie, j'ai choisi l'avenir, j'ai choisi le pouvoir. » Elle regarda ses mains manucurées. « Yuriko a choisi le thé. Elle m'a traité de traître. Elle a dit que j'avais vendu mon âme pour le béton et l'acier. Elle a pris sa part de l'héritage, une misère. Et a acheté cette petite maison à Arashiyama. Elle a juré de ne plus jamais me parler tant que je n'aurais pas appris la valeur du silence. » Tanaka regarda Victoria. « Je lui ai envoyé des lettres, des chèques, des cadeaux. Elle les a tous renvoyés sans les ouvrir. Pendant 40 ans, j'ai été la femme la plus riche du Japon, mais je n'ai pas pu acheter une tasse de thé à ma propre sœur. » Elle tendit la main et prit celle de Victoria. Sa prise était étonnamment forte. « Quand vous avez versé le thé, dit Tanaka, je l'ai senti. Ce n'était pas seulement le gyokuro, c'était le mélange.
Yuriko torréfiait une seule feuille de sakura avec le thé pour lui donner de la douceur. C'est une technique secrète. Seuls ses élèves la connaîtraient. Victoria acquiesça, des larmes coulant maintenant sur son propre visage. Elle m'a enseigné. J'étais sa seule élève dans ces dernières années. Elle était malade, madame. Elle n'avait pas d'argent pour les médecins. J'ai travaillé 3 emplois à enseigner l'anglais pour payer ses soins, mais elle ne m'aurait pas laissé contacter qui que ce soit. Elle a dit, « Le thé ne m'en dit pas. » Elle était malade. Le visage de Tanaka se froissa. Et elle était seule. Elle n'était pas seule, dit Victoria fermement. J'étais là. Je lui ai tenu la main quand elle est décédée. Son dernier acte a été de me donner cette théière. Elle m'a dit de l'emmener en Amérique. Elle a dit, « Un jour, tu serviras quelqu'un qui a besoin de se souvenir qui il est. » Victoria regarda la théière ébréchée sur la table. « Je ne savais pas qu'elle parlait de vous. » Le restaurant était mortellement silencieux. Même le bruit de la cuisine s'était arrêté. Charles Harrington, un homme qui mesurait la vie en bénéfices trimestriels, regardait Victoria avec un regard d'admiration. Il réalisa qu'il était témoin de quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, le destin. Madame Tanaka ferma les yeux. Elle prit une profonde inspiration, inhalant le parfum du thé que sa sœur décédée avait perfectionné. Quand elle ouvrit les yeux, le chagrin était parti, remplacé par une détermination féroce. « Monsieur Harrington, » dit Tanaka, se tournant vers le milliardaire. « Oui, madame. Nous signerons l'accord pour le port. » Harrington laissa échapper un souffle qu'il retenait depuis 1 heure. « Merci, merci. » Cependant, Tanaka leva un doigt. « Il y a des conditions, de nouvelles conditions. »« N'importe quoi, » dit Harrington. « Premièrement, » dit Tanaka, « vous instituerez une nouvelle politique dans toutes vos entreprises hôtelières, une norme Yuriko. Chaque employé, du concierge au gérant, sera payé un salaire décent. Personne ne travaille affamé. Personne ne travaille malade. Si j'entends parler d'un employé traité comme une poubelle, je retire mes fonds. Tous. Fait, dit Harrington immédiatement. Je le jure. Deuxièmement, Tanaka se tourna vers Victoria. Quel est votre nom, enfant? Victoria Mitchell. Victoria Mitchell, répéta Tanaka. Vous n'êtes plus serveuse. Victoria s'essuya le visage. Je sais, j'ai démissionné. Non, Tanaka sourit. Je veux dire, vous n'êtes plus dans l'industrie des services. Vous êtes dans l'entreprise familiale. Victoria cligna des yeux. Je ne comprends pas. Madame Tanaka se leva. Elle semblait plus grande maintenant, royale et impérieuse. Je n'ai pas d'enfant, Victoria. J'ai un conseil d'administration de requins et des neveux qui sont des vautours. Ils connaissent le prix de tout et la valeur de rien. Ils sont comme ce monsieur Sterling. Elle fit un geste vers l'espace vide où Arthur s'était tenu. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend le cœur de l'entreprise. Quelqu'un qui a été formé par Yuriko. Quelqu'un qui a soutenu une femme mourante, non pas pour l'argent, mais pour l'honneur. Tanaka fouilla dans son sac à main et en sortit une carte de visite. Elle était faite de papier épais doré. J'ouvre une nouvelle division de Tanaka Industries à Seattle. Nous construisons un centre d'échange culturel et un groupe d'hôtellerie haut de gamme. J'ai besoin d'une directrice des opérations. Harrington s'étouffa avec son eau. Directrice? Madame, elle a 24 ans. Elle n'a aucune expérience et une entreprise. Elle a la seule expérience qui compte, claqua Tanaka à Harrington. Elle sait servir sans être une servante. Elle a de l'intégrité. Je peux lui apprendre à lire une feuille de calcul, Monsieur Harrington. Je ne peux pas apprendre à une feuille de calcul à avoir une âme. Tanaka pressa la carte dans la main de Victoria. Le salaire de départ est de 200 000 $ par an, plus des avantages sociaux complets. Et que... Tanaka sourit, une lueur malicieuse dans les yeux. Thé illimité. Victoria fixa la carte. Les lettres dorées semblaient danser à la lumière des bougies. Directrice des opérations.
C'était suffisant pour rembourser la maison de sa mère. C'était suffisant pour payer les frais médicaux pour toujours. C'était une vie dont elle n'avait jamais osé rêver. Balbutia Victoria, je n'ai pas de diplôme en commerce. Vous avez un diplôme en Yuriko, dit Tanaka. C'est plus difficile à obtenir. Victoria regarda la vieille femme. Elle vit la solitude qui était là quand elle était entrée. Mais maintenant, elle s'estompait. Elle vit un pont se construire entre le passé et le futur. J'accepte, murmura Victoria. Bien, dit Tanaka d'un ton vif, claquant des mains. Maintenant, ce thé refroidi. Monsieur Harrington, servez-nous. Harrington cligna des yeux. Moi? Oui, vous, dit Tanaka. Si vous allez travailler avec ma nouvelle directrice, vous devriez apprendre à la servir. Charles Harrington, le magnat milliardaire de l'immobilier, se leva. Il fit le tour de la table. Il prit la théière en céramique ébréchée avec le sol, et avec des mains tremblantes, il versa une tasse de thé pour l'ancienne serveuse. Victoria prit la tasse. Elle regarda la vapeur monter du liquide de jade. Mais l'histoire n'était pas encore terminée, car si Arthur était parti et Harrington était humilié, il restait une personne dans le restaurant qui avait fait de la vie de Victoria un enfer. Brad, le chef de rang, se tenait près du poste de vin. Il avait passé des mois à voler les tables de Victoria, à se moquer de son accent quand elle parlait japonais au téléphone avec sa mère et à saboter ses pourboires. Victoria prit une gorgée de thé. Elle baissa la tête. Elle regarda par-dessus l'épaule de Harrington directement Brad. Elle murmura quelque chose à Madame Tanaka. Tanaka écouta, puis tourna son regard vers le serveur terrifié. « Ah, dit Tanaka, celui qui s'incline comme un personnage de dessin animé. Victoria me dit qu'il a un talent spécial. » Brad se figea alors que le regard de Madame Tanaka se posait sur lui. Il tenta de convoquer son charme habituel, le sourire mielleux qui avait charmé les touristes pendant des années, mais il vacilla sous le poids de l'attention de la pièce. « Victoria me dit que vous êtes le chef de rang, » dit Madame Tanaka, sa voix faussement légère. « Elle me dit que vous êtes très exigeant sur la hiérarchie, sur qui est important et qui est le personnel. »« Je suis fier de mon poste, oui, » balbutia Brad, jetant un regard nerveux à Victoria. « Bien, » Tanaka acquiesça, « parce qu'avec effet immédiat, votre poste est changé. » Elle regarda Victoria. « Directrice Mitchell, quel est le poste qui exige le plus d'humilité? Celui qui vous enseigne le poids du service? » Victoria regarda Brad. Elle se souvint des nuits où il avait accidentellement renversé de la soupe sur son plateau. Elle se souvint comment il lui faisait nettoyer ses tables pendant qu'il comptait ses pourboires en espèces devant elle. « Le plongeur, » dit Victoria calmement, « et le commis de salle, celui qui porte les plateaux lourds mais n'est jamais autorisé à parler aux clients. »« Parfait, » dit Tanaka. Et elle se tourna vers Harrington. « Faites en sorte que cela arrive. Si cet homme veut conserver son emploi au sein du groupe Harrington, il passera les 6 prochains mois à la plonge. Il lavera chaque assiette, il frottera chaque casserole, et il ne recevra pas un seul pourboire tant que la directrice Mitchell ne le jugera pas prêt à porter à nouveau une veste de serveur. » Harrington hocha vigoureusement la tête. « Considérez que c'est fait. Brad, donnez votre tablier au commis de salle. Allez à l'arrière. » Le visage de Brad devint cramoisi. « Mais je suis le chef de rang, je ne fais pas la vaisselle. »« Vous le faites maintenant, » dit Victoria, sa voix calme. « Ou vous pouvez partir, tout comme Arthur. C'est votre choix. » Brad regarda la sortie où la pluie tombait encore à verse. Il regarda le restaurant chaleureux. Il regarda les personnes puissantes assises à la table. Il réalisa qu'il n'avait aucun levier. Son arrogance avait été empruntée à Arthur, et Arthur était parti. Lentement, douloureusement, Brad déboutonna sa veste de serveur impeccable. Il la tendit à un commis de salle stupéfait. En sous-vêtements, l'air petit et vaincu, il se dirigea vers la cuisine pour commencer son service à l'évier.
La pluie avait cessé à Seattle, remplacée par la lumière vive et dorée du début de l'automne. Victoria Mitchell entra dans le nouveau siège de Tanaka Harrington Hospitality. Elle ne portait plus un tablier froissé et des baskets bon marché. Elle portait un tailleur bleu marine et des talons qui claquaient avec autorité sur le sol en marbre. Elle passa devant le bureau d'accueil où le personnel la saluait avec des sourires sincères, non par peur, mais par respect. Sous sa direction, le taux de rotation du personnel était tombé à 0. Tout le monde était bien payé. Tout le monde était traité comme un être humain. Elle entra dans l'ascenseur privé et le prit jusqu'à la suite penthouse. Madame Tanaka l'attendait sur le balcon, surplombant le Puget Sound. Sur la table entre elles se trouvait la théière en céramique ébréchée avec la peinture de sol. « Directrice », Tanaka sourit, posant son journal. « Vous êtes en retard. » « J'inspectais le nouvel emplacement au centre-ville, » dit Victoria, s'asseyant et se versant elle-même le thé. Le gérant là-bas essayait de réduire les coûts sur les feuilles de thé. Je lui ai rappelé la norme Yuriko. Et il est actuellement en train de préparer une nouvelle fournée pour tester lui-même. Victoria sourit. Tanaka rit. C'était un son joyeux. Yuriko vous aurait aimé. Vous êtes aussi têtu qu'elle. J'ai visité sa tombe la semaine dernière, dit Victoria doucement. Je lui ai dit que vous et moi buvions du thé ensemble. Je pense qu'elle sait. Tanaka hocha la tête, regardant l'eau. Je n'en doute pas. Victoria prit une gorgée de thé. C'était parfait, doux, herbacé et chaud. Elle pensa à Arthur Sterling. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles il gérait un fast-food dans un centre commercial à la périphérie de la ville, criant sur des adolescents à propos de la graisse de friteuse. Il était exactement là où il devait être. Elle regarda la femme assise en face d'elle, la sœur qu'elle avait trouvée, la famille qu'elle avait choisie. « Merci, Ko », dit Victoria, utilisant pour la première fois le prénom de Tanaka. Madame Tanaka sourit, ses yeux se plissant au coin. « Non, Victoria, merci à vous. Vous m'avez rappelé que la chose la plus chère au monde n'est pas un bâtiment ou un contrat ou un diamant. » Elle leva sa tasse en guise de toast. « La chose la plus chère est d'être comprise. » Et c'est l'histoire de comment un simple acte de gentillesse et quelques mots dans la bonne langue ont renversé un tyran et changé une vie pour toujours. Arthur Sterling pensait que le pouvoir venait d'un costume et d'un titre. Il pensait pouvoir écraser des gens comme Victoria parce qu'ils étaient invisibles. Mais il a oublié la règle la plus importante de toutes. Le vrai pouvoir ne dépend pas de la force avec laquelle vous criez. Il dépend de la qualité de votre écoute. Victoria n'a pas seulement traduit un menu cette nuit-là. Elle a traduit le cœur humain. Elle a prouvé que la dignité est une langue que tout le monde parle, même si certaines, comme Arthur, choisissent de l'ignorer. Et vous? Avez-vous déjà été sous-estimé par un patron ou ignoré en raison de votre position pour ensuite leur prouver qu'ils avaient tort? Ou avez-vous déjà été témoin d'un karma instantané frappant d'une personne arrogante dans la vraie vie? Je veux entendre vos histoires. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez voir plus de récits de justice, de vengeance et de la victoire du plus faible, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, soyez